Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 129e émission de Et si on parlait de sport. Ici, le sport ne se résume pas à un score, c'est une histoire d'énergie, de passion, d'émotions qui se partagent et se vivent pleinement. Chaque semaine, on embarque là où tout se joue, sur le terrain, dans les coulisses et au plus près de celles et ceux qui font battre le cœur du sport. Avec nous, ça vibre, ça s'anime, ça s'engage et surtout, ça donne envie de bouger. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bellombra et Bruno Hamet, les partenaires passionnés, fidèles qui partagent notre conviction. Le sport, c'est avant tout une aventure collective. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs et consultants, toujours prêts à faire vivre le sport autrement avec le cœur et le sourire. Installez-vous, mettez le son à fond, le coup d'envoi est donné ensemble. Et si on parlait de sport ? Au sommaire de cette nouvelle émission, en première mi-temps, Et si on parlait de sport vous emmène au cœur de la Coupe d'Europe d'escalade de difficulté 2025 organisée à l'espace de Quéfé à Tournefeuille avec nos invités Luc Chabrol, Michel Chauvin, Laurent Gros-Piron, Baptiste Cruzel. Nous reviendrons sur la découverte de l'escalade sportive et de ses valeurs, la présentation du club Tournefeuille Altitude Grimpe, référence régionale, les coulisses de l'organisation de cet événement européen majeur, la participation exceptionnelle de 19 nations et de plus de 270 athlètes, les temps forts, les résultats, les ambitions pour la suite, sans oublier un focus pour l'escalade pour tous, jeunes, para-escalade, sport santé, public en situation de handicap mental ou TSA, un véritable modèle d'inclusion, un éclairage passionnant sur le ski alpinisme aussi, avec comme future épreuve aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 qui sera présenté par Luc Chabrol, un premier acte riche, intense et inspirant où performance, accessibilité et engagement se rejoignent au sommet. Les juniors français au sommet de l'Europe dans cette deuxième mi-temps, si on parlait de sport, reçoit l'équipe de France junior de gymnastique aérobique, tout juste sacrée championne d'Europe en groupe à Kandja en Azerbaïdjan, aux côtés de leur entraîneur Julien Dalverny. Les jeunes athlètes Clémentine Schaeffer, Lise Stanton, Inès Tulliez et Antoine Guidi reviennent sur leur parcours, leur performance exceptionnelle avec une médaille d'or en groupe et un bronze en duo et leurs ambitions pour l'avenir. Une rencontre passionnante, une génération talentueuse qui fait rêver la gymnastique aérobique française sur la scène internationale. Et tout de suite, place maintenant à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Luc Chabrol, Michel Chauvin, Laurent Gros-Piron et Baptiste Cruzel. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour sur le plateau, et si on parlait de sport, aujourd'hui on vous emmène très haut, au propre comme au figuré, puisque nous allons parler d'un événement exceptionnel, la Coupe d'Europe d'escalade de difficulté, qui s'est déroulée il y a quelques temps à Tournefeuille, du 31 octobre au 2 novembre 2025 récemment, donc un événement international, plusieurs trentaines de nations, plus de 270 athlètes à peu près, on va nous expliquer tout ça dans quelques instants, un moment fort pour l'Occitanie et pour la grimpe française, et pour en parler, j'ai la chance d'être entouré d'un plateau prestigieux avec Luc Chabrol, qui est vice-président de la Ligue Occitanie Montagne et Escalade, Michel Chauvin, qui est président du club Tournefeuille Altitude Grimpe, ce qui veut dire TAG, comme ça je vous le dis, vous le savez maintenant, Laurent Gros-Piron, qui est entraîneur des jeunes performances et du public en sport santé, Baptiste Cruzel, entraîneur jeunes performances para-escalade et de haut niveau. Je me suis pas trompé, messieurs ? C'est parfait. Eh ben, bonjour à tous en tout cas et merci d'être avec nous. On est heureux d'être ici au pied du mur puisque vous m'avez montré il y a quelques instants ce mur d'escalade qui est très impressionnant. On va commencer d'abord par vous présenter brièvement le rôle de chacun, votre parcours et ce qui vous lie finalement à ce sport, l'escalade et cette passion qui vous anime. Michel, on va faire honneur au président. Je commence par toi. Pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter et puis un petit mot sur ton club aussi ? Effectivement, donc Michel Chauvin, président de ce magnifique club d'escalade Tournefeuille Altitude Grimpe depuis un peu plus de 33 ans. Donc j'étais jeune à l'époque. Le club, quelques mots sur ce club. Ce club, il est affilié à la Fédération française de la montagne et de l'escalade. C'est bien une composante très large d'activités. On est fort de près de 700 membres, comprenant des jeunes de 4 à moins jeunes, 80-90 ans, puisqu'on a une section senior.
Nous avons une salle d'escalade assez remarquable, parmi les plus belles salles en France au niveau fédéral. On ne se compare pas aux salles privées, aux salles fédérales, comprenant les 3 activités qui sont le mur de difficulté, donc autrement dit grimper avec une corde pour s'assurer au fur et à mesure de la grimpe, un bloc d'une 40aine de mètres de long et un mur de vitesse international permettant de s'exprimer dans un sport explosif. On y reviendra bien tout à l'heure, effectivement, avec cet événement à la Coupe d'Europe. On va passer par Luc. Quelques mots, Luc, sur ton rôle déjà au sein de la Ligue Occitanie. Puis qui est Luc Chabrol ? Alors Luc Chabrol, vice-président, comme tu l'as dit, de la Ligue Occitanie. Mon rôle, j'ai plutôt en charge le dossier des surfaces artificielles d'escalade. C'est-à-dire tout ce que tu viens de voir dans le gymnase. Là, aujourd'hui, c'est en plein développement. On a une région qui n'est pas encore suffisamment équipée de très très loin. Il nous faut vraiment des structures. On refuse beaucoup de monde tous les débuts de saison parce qu'il nous manque des structures dans les clubs. Pas en région là. Hein. En région, d'une façon générale, hein, mais en région et sur le bassin toulousain également. Hein. Donc je suis aussi président du comité territorial de la Haute-Garonne et du Gers. Voilà. Et donc à ce titre-là, j'accompagne les clubs, les 40 clubs qui sont affiliés à la fédération sur le département. Un petit peu de travail, quoi. Oui, il faut. Mais maintenant que tu as arrêté tout. Voilà, donc, quand on est en retraite, il faut trouver des occupations. Laurent Gros-Piron, tu vas nous présenter un petit peu ton travail aussi et cette passion qui t'anime. Quelques mots sur qui est Laurent Gros-Piron. Oui, bonjour. Donc Laurent Gros-Piron, donc, il a découvert l'escalade assez sur le tard au final. Vers 25 ans, mais bon, ça fait 30 ans maintenant que je suis là-dedans avec passion. Et après avoir été vraiment un gros bénévole du club, j'ai décidé de franchir le cap et je travaille en tant que salarié au club et je suis en charge des groupes performants chez les plus jeunes. Et également, j'anime aussi d'autres projets et j'ai à cœur aussi d'avoir monté le projet sur le sport santé pour des femmes qui ont eu un cancer du sein. On va en reparler tout à l'heure avec grand plaisir, Laurent. Merci, Laurent. Baptiste Cluzel, donc sur plusieurs fronts aussi, jeune, haut niveau, para-escalade, plein de choses quoi. Qui est Baptiste Cluzel ? Bonjour, oui c'est ça, je suis un peu sur plusieurs fronts, donc ça fait plus de 15 ans que je grimpe, ça doit faire un peu plus de 4 ans que je suis au club de Tonneuf Attitude Grimpe, d'abord durant mes études en tant que stagiaire, puis maintenant en tant que salarié, en tant qu'entraîneur et moniteur d'escalade. Dans ce club, j'agis avec tous les publics, d'enfants de 4 ans jusqu'à des adultes qui vont chercher la performance, en passant par la para-escalade et les jeunes compétiteurs avec Laurent, avec qui je collabore beaucoup. Et voilà, donc j'agis sur tous ces tableaux-là au sein du club. Merci en tout cas Baptiste. Alors, question un peu simple, mais un peu le candide que je suis, envie de vous poser à tous. Qu'est-ce que l'escalade de difficulté avant qu'on attaque la Coupe d'Europe ? En quelques mots, l'escalade de difficulté, c'est l'escalade traditionnelle que tout le monde a en tête, qui vient du monde de la montagne. En réalité, on part du bas et on va jusqu'en haut et on grimpe comme on peut, en fonction du profil du rocher d'abord, puis maintenant les voies que l'on trace sur des murs artificiels. On s'assure avec une corde et on s'assure avec des points d'attache qu'on appelle des mousquetons avec une sangle, et ça fait une paire, ça s'appelle paire ou dégaine, et au fur et à mesure de la progression. Alors pourquoi difficulté ? C'est une technique particulière ? Pourquoi il y a ce terme escalade des difficultés par rapport, j'ai vu ça sur la Coupe d'Europe, c'est le titre qui est annoncé. Est-ce qu'il y a une réalité parce qu'il y a escalade sans difficulté, non ? Alors, tout est difficile. Les difficultés, c'était pour caractériser les deux autres agrès, entre guillemets, qui sont le bloc. Donc, le bloc, ça vient, en France, ça vient de Fontainebleau, de grimper sur des petits rochers. Vous avez décidé de prendre les rochers de Fontainebleau pour les mettre dans vos gymnases, finalement. C'est un peu ça l'idée. Et donc, le principe de ce qu'on appelle bloc, c'est de grimper sur des murs d'une hauteur de 4,50 m maximum, avec réception sur tapis pour parer les chutes, donc sans dommages corporels. Et la troisième activité, le troisième agrès, c'est la vitesse. Donc là, j'imagine que le public a dû voir cela aux Jeux Olympiques. C'est extraordinaire de voir ces athlètes qui font à peu près moins de 5 secondes sur un mur de 15 mètres de haut. C'est impressionnant. Voilà.
C'est impressionnant. Alors, j'ai lu que c'était un sport complet, résistance, technique, lecture de voie, mais aussi gestion émotionnelle. Je m'adresse un peu aux techniciens, aux entraîneurs. Comment vous l'interprétez, cette notion de gestion émotionnelle? Parce que bon, grimper, mais il y a autre chose, on disait un petit peu en aparté tout à l'heure. Vous pouvez me répondre à ça? C'est ça. Bon, en fait, quand une personne va grimper, c'est pas juste un corps qui évolue sur la paroi, il y a tout l'aspect psychologique, mental qui rentre en jeu. Grimper, c'est pas forcément naturel, surtout à des hauteurs comme 15 mètres de haut. Donc il y a un engagement qui est nécessaire. Un engagement qui... Honnêtement, il y a une appréhension quand même. Souvent, quand les personnes débutent, il y a une appréhension, parce que c'est pas une activité et des situations dans lesquelles elles ont l'habitude d'être. Et comme beaucoup de situations, au fur et à mesure du temps, on s'habitue aux sensations, aux impressions qu'on peut avoir quand on grimpe. Donc ça se travaille. Mais c'est sûr que quand on veut arriver dans cette activité, il faut, au-delà du physique, avoir un engagement mental et une volonté de vouloir grimper haut et se dépasser. Un dernier mot pour rassurer les parents? En fait, c'est qu'on ne commence pas de suite par un mur de 15 mètres. On commence très progressivement avec beaucoup de pédagogie. On accompagne Là, on va parler surtout des jeunes. On les accompagne à progressivement se rendre... avoir des sensations sur le mur, prendre confiance dans les systèmes d'assurage, aussi au coéquipier qui tient la corde de l'autre côté. Oui, parce que je rappelle, on l'a vu à l'instant, c'est qu'il y a une personne qui grimpe, puis il y en a un autre qui la tient en dessous. Et ce que je disais à Michel, est-ce qu'il va être capable de la tenir? Alors, expliquez-moi un petit peu, parce que c'est un peu impressionnant quand on voit ça. Est-ce qu'on est capable de le rattraper? Comment ça se passe? C'est pour rassurer un peu. On ne voit pas ça, forcément, et je me dis, ces questions doivent se poser dans la tête des parents. Bien sûr. Du coup, on utilise un système d'assurage. Évidemment, dans les premiers temps où les enfants apprennent, on est très précautionneux. On prend 1, 2, voire 3 sécurités en plus, histoire d'être sûr que si l'assureur lâche la corde, il ne puisse pas y avoir d'accident. Mais il y a toute une éducation qui se fait avec les enfants, où on leur apprend les bons gestes, on leur apprend à utiliser les systèmes correctement. Et en fait, ça se fait sur le long terme. Quand ils commencent l'escalade à 4 ans, ils arrivent, ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais assuré. Généralement... à la fin de la saison, ils savent tout s'assurer correctement en autonomie et en sécurité. Et après, une fois qu'ils ont fini la saison, s'ils continuent, on perfectionne ça sur les prochaines années. Et en fait, progressivement, ça se... Michel, alors tu as un petit mot à compléter? Oui, c'est pour compléter et j'ai étayé ce que vient de dire Baptiste. C'est la sécurité. C'est chez nous, dans notre milieu, c'est quelque chose qu'on a en tête en permanence. Donc ça, dès les débutants, les premiers âges, nous, la première chose qu'on enseigne, c'est la sécurité finalement, avant de grimper. On l'apprend au fur et à dans la grimpe. Et on essaye de développer cette alerte permanente que tout à chacun doit avoir, à la fois la sécurité pour soi, mais aussi la sécurité pour les autres. On doit apprendre à avoir des regards périphériques et éventuellement détecter des anomalies gestuelles. Oui, alors une des appréhensions aussi des jeunes, voire des parents, c'est est-ce que le matériel va tenir? Le petite corde qui est finalement relativement fine. Donc on leur explique toujours, pour les détendre un minimum, que chaque pièce du matériel peut supporter 2 tonnes. Alors on résume par une voiture. Et en général, ça permet de détendre au moins ce facteur-là. Luc, l'Occitanie, c'est une région d'escalade quand même? C'est la plus belle région d'escalade. Déjà géographiquement, bien évidemment, c'est un terrain de jeu magnifique sur nos 13 départements, que ce soit de la Lozère aux Hautes-Pyrénées, le Lot, les gorges du Tarn dans le 82. Enfin voilà, c'est un terrain de jeu magnifique et c'est pour ça que se sont développés, je dirais, sur chaque département. Aujourd'hui, on a sur l'Occitanie entre 115, selon les années, entre 115 et 120 clubs actifs. Donc on peut dire assez facilement que tout le monde peut trouver un club près chez lui pour venir pratiquer nos activités, que ce soit l'escalade, la montagne. Comme Michel le disait tout à l'heure, mais on ne fait pas que de l'escalade, bien évidemment. On a tous les sports de montagne, l'alpinisme, la randonnée, le ski alpinisme, le canyonisme aussi, on pratique ça, tout ça chez nous. Hein. Voilà. Ah, c'est la même fédération. C'est la même fédération de la montagne et de l'escalade. On fera un petit bilan tout à l'heure. Et tout simplement la randonnée. Et simplement la randonnée de montagne, bien évidemment. Voilà. Bien sûr. Très bien. Alors, on va passer à cet événement. C'est pour ça aussi qu'on a venu vous voir. Il y a eu, il y a quelques temps, cette fameuse Coupe d'Europe d'escalade, ce qui est quand même un événement pour la région, de recevoir un événement européen. Organiser une Coupe d'Europe comme ça, c'est énorme. Comment ça se prépare, Michel ? C'est énorme, oui, tout à fait. C'est énorme. C'est un énorme enjeu. C'est même une certaine pression, on va dire. En tout état de cause, ça demande plusieurs mois de préparation.
On va dire qu'on est parti 6 ou 7 mois réellement avant l'événement, en petit comité, pour préparer les choses en mode projet finalement. La difficulté majeure sur ce genre d'événement a été d'abord de consolider le financement. Et là, il y avait un certain budget à consolider, donc. Au final, on a réussi. Et ensuite, évidemment, l'événement, il se voulait à la hauteur de l'Europe. On s'est positionné à cette hauteur-là. Donc, on a particulièrement soigné l'organisation. On a une équipe rodée ici. On a organisé beaucoup d'événements, à la fois sur l'aspect organisationnel technique, en fait, comment gérer une compétition en accord avec la réglementation nationale et internationale, et également une mise en scène pour donner du spectacle à l'escalade. C'est l'intérêt de ce sport, c'est qu'on peut avoir cette troisième dimension qui donne ce côté spectaculaire, émotionnel, comme tu le relevais au début, qui est partagé avec le public. Et le public, il est si enthousiaste qu'il porte et supporte les athlètes dans leur effort. Là, tu me disais qu'il y avait à peu près 1500 personnes qui ont assisté, ou voire plus. Alors au total... sans parler des télévisions, mais... oui, alors sur la soirée du samedi soir, qui était la finale des seniors, il y avait à peu près certainement autour de 1200 personnes. La jauge, c'est 1500, elle n'est pas tout à fait pleine, mais en tout cas 1200, 1300 personnes. Sur l'ensemble du week-end, nous on a noté à peu près 4000 entrées réparties sur le vendredi, samedi, dimanche. Et ce qui est remarquable, c'est sur les réseaux sociaux et dans le live stream qui a été diffusé là, tout au long de la compétition, il y a eu plus de 41 000 personnes qui se sont connectées en fait, pour suivre l'événement à distance. Donc ça fait un événement avec un public conséquent au final. Ça fait 45 000 personnes à peu près qui ont assisté à l'événement. Luc, la participation de la région pour soutenir cet événement dans l'organisation, dans l'administration, la gestion, comment vous avez fonctionné un petit peu tous les deux ? Alors la Ligue, est, comme le comité, les ligues sont là pour accompagner, mais il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, là, la Coupe d'Europe, c'est de la fédération internationale, quelque part, qui est en lien directement avec le club. Donc il faut clairement dire les choses et tout le mérite de l'organisation de cette Coupe d'Europe revient bien au club, puisque c'est le club qui est la cheville ouvrière, c'est le club qui est en relation avec la fédération et la fédération internationale, et c'est eux qui prennent le sujet de A à Z. Nous, la Ligue, on a effectivement essayé d'être présents, d'accompagner, de leur faciliter les choses dans la relation avec les institutionnels, ce qu'on a fait aussi avec le comité territorial. Mais ne nous trompons pas, ne prenons pas la lumière, surtout pas. Gardons la lumière sur ce club qui a pour la deuxième fois organisé une compétition internationale. Pour la mémoire, il faut se rappeler que le tournoi de qualification olympique de Tokyo a été organisé ici par déjà le TAG, et là c'est la deuxième compétition internationale. Le TAG aujourd'hui, il a une renommée qui dépasse très largement l'Occitanie et qui est reconnue et connue par la fédération internationale, ce qui lui permet de pouvoir candidater et de pouvoir récupérer des organisations comme celle-là, quoi. Une difficulté majeure rencontrée, Michel, comme ça, spontanément. Le plus difficile. Je crois que j'ai oublié. Non, les difficultés majeures, je répète ce que j'ai dit, c'est vraiment monter le financement. Ça, c'est quand même une difficulté. Tout le monde sait aujourd'hui que ça ne tombe pas tout seul et qu'il faut vraiment œuvrer pour obtenir ça. Ensuite, la difficulté, ça a été si mes collègues veulent parler, de mobiliser les bénévoles. Baptiste, on va te donner un peu la parole pour nous parler un peu de ces participants. J'imagine que tu étais sur le terrain, tu faisais partie de la fameuse cheville ouvrière dont parlait Michel tout à l'heure. Comment ça se gère, tous ces participants ? Et combien ils étaient-ils ? Alors ils étaient nombreux, ils étaient un peu moins de 300 qui venaient d'environ 20 pays d'Europe, donc c'est énorme. En termes d'organisation, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de staff qui sont là pour organiser tout ça et pour gérer l'événement. C'était impressionnant parce que c'est des jeunes et des moins jeunes. C'était une Coupe d'Europe senior et une Coupe d'Europe jeune. Donc avec pas mal de profils différents, des âges différents. Et dans chaque grimpeur, on voyait l'investissement qu'ils mettaient dans cette pratique compétitive qui était sans retenue, en fait. Enfin, en tout cas, ça se percevait. Ils sont à 100% dans ce projet-là et ça se voit quand ils évoluent sur le mur. Et pour moi, c'était ça le plus impressionnant. Au niveau national, on avait beaucoup de grimpeurs français qui étaient sélectionnés pour cette étape.
Et un certain nombre se sont retrouvés sur les podiums après les finales. Et donc ça, on peut largement les féliciter. On a eu des médailles de toutes les couleurs chez les hommes, chez les femmes, pour de nombreuses catégories. Donc voilà, et au-delà de ça, pour tous les jeunes du club qui étaient présents, parce qu'évidemment, ils ont participé soit en tant que bénévoles, soit aussi en tant que spectateurs, qu'on a pu observer, c'est qu'ils repartaient de ces soirées-là avec des étoiles dans les yeux et avec une motivation de continuer dans cette discipline-là. Et le niveau t'a semblé fort? Très fort, oui, parce que on est sur une Coupe d'Europe, mais en fait, en Europe, il y a aussi des grimpeurs qui évoluent au niveau international, donc ils étaient présents sur cette étape également. Et donc voilà, donc on est face aux meilleurs grimpeurs au monde. Donc oui, effectivement, le niveau était impressionnant. On va poser la question à Laurent. Laurent, par rapport au visage qui a pu te marquer par rapport à tous ces jeunes que tu avais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé dans les concurrents il y avait des U17, des U19. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? Je dirais que l'âge, on le perçoit pas trop, parce qu'en fait, ils sont déjà très très pros à cet âge-là. Ils sont très investis depuis des années, puisque nous, avec Baptiste, on a déjà des jeunes déjà en U15. Ils sont très investis, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Parfois un peu moins de fiesta que les autres de leur âge. Donc ça, c'était vraiment, vraiment beau à voir. Et l'enthousiasme aussi du public m'a aussi beaucoup marqué. Et ça, c'est vraiment, vraiment un chouette truc dans les compétitions d'escalade. C'est qu'il y a vraiment un enthousiasme, et surtout quand l'effort est visible, quand la performance est là, tout le public s'enflamme pour le compétiteur, quelle que soit sa nationalité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marquant dans les compétitions d'escalade, où à un moment donné, toutes les équipes peuvent encourager le grimpeur qui est sur le mur. Une question, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais sur les résultats quand même, parce que c'est une compétition. Qu'est-ce qui vous a marqué sur les finales? Est-ce qu'on peut donner un peu des résultats, les vainqueurs? C'était la finale de la Coupe du Monde, si j'ai bien compris, cette étape-là. C'était la dernière de la saison. C'est la dernière de la Coupe d'Europe. Alors, est-ce qu'on peut citer le champion ou la championne d'Europe? Et puis vous, j'ai entendu parler qu'il y avait des médailles, quelques noms, voilà. C'est intéressant de savoir pour notre public. Oui, alors chez les seniors, qui est quand même la discipline reine de ce week-end-là. Donc on a Camille Pouget, qui est la française qui était en lice en finale, donc qui remporte la victoire. Donc en plus Camille, elle a été au club précédemment, donc là maintenant elle est en Rhône-Alpes, mais elle était au club, donc c'était un peu la chouchou de la finale, clairement, à la fois parce qu'elle était française, mais également parce qu'elle était de Tournefeuille. Donc ça a été vraiment le coup de feu, en fait, vraiment la grosse ambiance à ce moment-là. Et on peut lui dire, elle nous a dit merci, mais on peut lui dire merci aussi. On la salue et bravo, bravo championne. Bravo. Il y a eu des médailles d'argent aussi, j'ai cru entendre tout à l'heure, Michel me disait. Oui, il y a eu 4 médailles d'argent. Donc il y a Akian Etchar, par exemple, qui a gagné sa médaille d'argent à la fois chez les seniors et chez les jeunes. Donc lui, il était inscrit sur les deux compétitions. Et donc chez les jeunes, on a eu également deux médailles d'argent, donc françaises et du club, avec Swan Lamblin et également Hippolyte Villanova. Voilà, c'est bien de leur envoyer quand même un petit coucou à ces jeunes qui ont gagné. Merci pour cette Coupe d'Europe. Moi, vu de l'extérieur, c'était quand même un événement qu'on voulait souligner ici on parlait de sport. Mais en même temps, je vais faire la liaison avec vous sur les activités du TAG et dans la région. Michel, quelles sont les grandes activités du TAG aujourd'hui ? Il n'y a pas de grande ou de petite, en fait, tout est important. Et donc nous, notre slogan, là, c'est l'escalade pour tous et toutes. Quelles que soient ses conditions, quel que soit son âge. Donc on l'avait dit au début, on a des membres en fait, de 4 ans à plus. Et dans le côté transverse, on a du débutant, de la performance. Et depuis plusieurs années, on a vraiment monté des activités sociétales en direction du sport santé, donc en charge par Laurent en particulier, le sport adapté et sport en situation de handicap. Et plus récemment, on a lancé le sport avec ce mot là, un peu imagé là, pour les seniors, enfin, donc les personnes en grand âge pour bien vieillir, mieux bien vivre et être en forme en fait, tout au long de sa vie. Donc on ouvre vraiment notre espace à tout le monde et on peut accueillir tout le monde. Laurent, sport santé, c'est un peu ton créneau ici sur les activités. Quelques mots sur cette activité justement. Oui, alors c'est vrai qu'on est un peu loin de la performance là, dont je m'occupais avant de démarrer ça. Donc le sport santé, c'est quelque chose qui me tenait un peu à cœur. Donc il y a 3-4 ans, on a monté le projet. Et ça a pris tout doucement parce que c'est difficile à se faire connaître. Il y a très peu de financement derrière pour
pour les femmes qui ont été malades. Et il y avait 2 objectifs en fait quelque part, c'était de retrouver de la santé, de la force, de la confiance en soi, et également donc des aspects psychologiques ou avec un lien social à retrouver aussi pour certaines, et essayer de pouvoir œuvrer dans la bonne humeur, et surtout le gros challenge qu'on avait, et ma crainte aussi, c'était que personne ne se blesse sur une reprise, donc il faut y aller vraiment en douceur. Et pour l'instant, on croise les doigts, donc tout fonctionne bien et tout le monde est très content. Vous ouvrez aussi vos portes à handicap mental, j'ai vu ça aussi, il y a un travail qui est fait avec des entraîneurs aussi. Oui, tout à fait, oui. Karl s'occupe beaucoup de ça au sein du club, et ça fait déjà pas mal d'années, c'était vraiment un des premiers créneaux un peu publics dits spécifiques, c'est comme ça qu'on est nommé au préalable, et ça fait pas mal d'années où également on reçoit, alors soit en inclusion, où on arrive à recevoir des jeunes dans nos cours classiques, si le handicap le permet, avec la présence de parents très souvent, ou soit on accueille des structures spécialisées sur des créneaux spécifiques. Baptiste, de ton côté, toi tu travailles avec ce qu'on appelle le para-escalade. Comment on travaille avec des grimpeurs présentant ces handicaps ? Donc la para-escalade, ça concerne les personnes qui ont un handicap physique ou un handicap visuel. À mon sens, quelle que soit la situation, la discipline reste la même, puisque c'est une personne avec son corps, son esprit, qui est face à un mur qui est le même pour tout le monde. En tout cas, dans une logique club comme la nôtre, où on grimpe régulièrement, le mur, c'est le même pour tout le monde. Pour certaines déficiences, surtout les personnes avec déficience visuelle, on va devoir mettre en place du guidage, donc une personne qui reste au sol avec une oreillette, qui communique au grimpeur ou à la grimpeuse les informations pour qu'elle puisse évoluer sur le mur en trouvant les prises et en pouvant grimper. Pour les personnes qui n'ont qu'un seul bras, pour les personnes qui n'ont qu'une seule jambe, finalement, elles trouvent très souvent leurs adaptations techniques, donc mieux se placer pour pouvoir évoluer sur le mur, malgré le fait que la voie ait été ouverte pour une personne qui a 2 jambes, très souvent, et que ces grimpeurs-là n'en aient qu'une ou bras de la même façon. Dans l'approche, pour moi, c'est la même chose. Et ensuite, les réglages, ils se font un peu au cas par cas et dans des situations très précises. L'idée, c'est que ça fait maintenant la 3e année que le créneau il est lancé au TAG, que je développe cela. Pour la première année, donc cette année, en plus du créneau classique loisir où les personnes viennent pour grimper de façon, pour apprendre à grimper. Là, cette année, on a développé un groupe compétition avec plus de 6 compétiteurs. Et eux qui ont un objectif vraiment de performance, avec l'objectif de participer aux championnats de France, qui ont lieu une fois par an. L'an dernier c'était à Massy, cette année ce sera à Quimper. Voilà, donc dans une vraie logique de performance. Donc là, l'approche elle est un peu différente parce que au-delà de la grimpe, il y a de la préparation physique qui doit se mettre en place, où là les exercices doivent être adaptés. Mais voilà, la logique de l'activité reste la même dans tous les cas, pour moi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, si vous souhaitez faire de l'escalade, n'hésitez pas à taper à la porte du TAG. On va passer maintenant à une autre discipline, mais qui fait aussi partie de votre club, c'est le ski alpinisme. Et j'avais envie d'en parler avec Luc, puisque cette discipline est maintenant Jeux Olympiques. On verra donc au mois de février. Ça sera pour la première fois de ces Jeux Olympiques. Est-ce que, Luc, tu peux nous éclairer un peu sur ce ski alpinisme qui n'est pas du ski alpin ? Oui. C'est un ski, le ski alpinisme, en fait, c'est la version compétitive, on pourrait dire, de ce que l'on appelle, ce que tout le monde connaît sous le nom plutôt de ski de randonnée. C'est-à-dire qu'on a un ski qui est spécifique, avec une fixation spécifique qui permet de pousser le ski dans le sens de la pente dans la montée, avec des pots de phoque dessous qui nous permettent d'agripper le ski sur la neige. Et une fois qu'on est en haut de la montagne, on refixe les skis sur les chaussures et on descend comme sur un ski classique, un ski alpin. Donc c'est un ski qui se pratique plutôt hors station, même si aujourd'hui on retrouve sur certaines disciplines le domaine de la station, mais c'est un ski qui a été inventé pour sortir très très largement, pour les grands espaces comme les Pyrénées ou les Alpes, et qui permet de sortir du domaine des tire-fesses et des stations. Alors quelles seront finalement, il y a plusieurs épreuves dans cette discipline, quelles seront les épreuves que l'on va découvrir aux Jeux Olympiques ? Alors, il y a beaucoup d'épreuves. Il y a des épreuves, ce qu'on appelle l'épreuve reine, l'épreuve historique, qu'on appelle l'épreuve individuelle, où là, les gens font 2000 mètres de dénivelé positif et peuvent circuler sur un circuit qui fait 2 ou 3 heures. Il y a ensuite la vertical race, comme son nom l'indique. Là, on fait que la partie montée, où c'est vraiment un sprint qui peut faire entre 500 et 1000 mètres de dénivelé positif, où là c'est juste un chrono sur la partie ascendante uniquement, la descente n'est pas chronométrée.
Et puis il y a le sprint qui est une discipline un peu plus récente qui permet de regrouper finalement toutes les composantes un peu de ce ski. C'est-à-dire que là, sur un front de neige, on va retrouver du ski classique où on pousse sur les bâtons, on va retrouver du portage, on va retrouver de la descente, et tout ça s'enchaîne sur un circuit qui fait que les athlètes font en moins de 3 minutes. Tu vois, c'est un petit tour qui se fait sur front de neige et qui est très très technique. Et c'est cette discipline qui a été choisie par le CIO pour rentrer aux Jeux Olympiques de Cortina. Et du coup, à travers cette discipline de sprint, on a inventé une énième discipline, je dirais, qui est le relais. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un seul coureur qui fasse un circuit et terminé, et le chrono fait foi, aujourd'hui, il y a du relais. C'est-à-dire qu'il y a un relais mixte, notamment, qui a été mis en place par la Fédération internationale. Et ces deux activités vont rentrer au JO, c'est-à-dire à la fois le sprint, mais aussi le relais mix sur un circuit de sprint, finalement. Voilà. Et est-ce qu'on aura des Occitans qui seront en lice pour ces Jeux Olympiques ? Ça, je ne peux pas le dire encore parce que alors, sur le ski, contrairement à l'escalade, en escalade, c'est les athlètes qui se qualifient pour les JO. En ski, comme sur d'autres disciplines, c'est les résultats de la saison précédente qui qualifient un nombre de dossards pour la fédération nationale sur les JO qui suivent. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a fait le plein en termes de dossards, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de gagner 4 dossards pour les JO, on les a. Grâce aux résultats qui ont été excellents, on a une équipe de France de ski alpinisme qui est, on a des champions du monde. Très certainement la meilleure du monde actuellement. Et donc du coup, on a gagné ces 4 dossards. Pour autant, le nom des athlètes n'est pas encore connu et il sera validé par la fédération avec le comité olympique dans les quelques semaines juste avant les JO. J'ai pas cette info encore. Je peux pas te dire s'il y a des Pyrénéens, mais après, on sait que les deux grands favoris finalement de ces Jeux sont des Français, notamment Émilie Arop et Thibaut Anselmet, qui ont gagné l'an dernier quasiment toutes les compétitions. Donc on imagine que ces deux-là font partie des 4. Mais après, les 2 autres, je ne peux pas te le dire. Quand tu réponds à ma question, est-ce qu'on a une chance d'avoir des médailles ? Oui, bien évidemment. Bien sûr. On va y croire. J'espère, franchement. On va le souhaiter. On va conclure par un petit mot chacun. Michel, un petit mot sur globalement sur ce qu'on vient de se dire, sur ce club et sur ce que tu viens de vivre. Un message à faire passer, c'est que j'ai passé un peu plus de 30 ans de ma vie en tant que président de cette association. Le temps est passé très rapide, on est parti d'un projet à un autre projet et encore un autre projet. Ce que je voudrais dire, c'est venez à l'escalade ou voir aux autres activités de la fédération, montagne, alpinisme, etc. Mais l'entrée peut être l'escalade pour vivre des émotions très fortes, pour se révéler aussi. Parce qu'on l'a dit, l'escalade, c'est pas uniquement une activité physique, c'est aussi une activité mentale, avec beaucoup d'analyse de situation, de la stratégie à développer en fait lorsqu'on grimpe, et gérer en fait la notion de risque aussi. C'est ça qui est important, c'est que comment appréhender le risque et comment le dominer pour toujours être en activité, en sécurité, que ce soit sur des murs artificiels ou en grande voie. C'est pareil. Merci Michel. Alors Baptiste, tu vas être le représentant des entraîneurs. Laurent, puisque Baptiste vient d'aller faire son boulot. Un petit mot, toi en tant qu'entraîneur, justement, tu me disais tout à l'heure que tu es passé de bénévole avec ce métier, c'est une vraie passion pour toi. Au nom de tous les entraîneurs, quel message tu as envie de faire passer ? J'ai envie de dire, avant d'être moniteur d'escalade, je suis aussi éducateur sportif. Et j'ai envie de dire, faites du sport en fait. C'est primordial. Alors je le dis aux jeunes, je le dis régulièrement aux jeunes, mais on peut le dire à tous les adultes de tous âges, tous niveaux, qu'on puisse avoir des déficiences psychologiques, des déficiences physiques, qu'on ait pu avoir un accident de la vie comme une maladie par exemple. Il faut vraiment faire du sport, se remettre au sport. Et oser l'escalade au passage. Parce qu'en fait, on l'a pas évoqué, mais on vient aussi débuter un petit projet sur des enfants qui ont eu un cancer également. Donc ça, c'est tout neuf. Et pour eux, c'est très très difficile de se remettre dans le lien social et dans le sport, dans l'activité physique. Et donc, j'ai envie de leur dire à eux en premier, mais à tout le monde, faites du sport et osez l'escalade. Très beau message, merci beaucoup Baptiste. Alors, le mot de la fin, Luc, globalement, vu de ta chaise, on va dire, de région, tu as vécu des bons moments ici, c'est un peu exceptionnel ce qu'ils nous ont réalisé, notre équipe du TAG, là. Qu'est-ce que tu peux faire passer comme message sur l'ensemble de la région ? Vive le sport, ils viennent de le dire, mais bien sûr, venez rejoindre nos 100 gros. Une fois, on a une 115, 120 clubs aujourd'hui actifs sur l'ensemble des départements. C'est pas parce qu'on habite le fin fond du Gers ou du Lot qu'on peut pas trouver un club de montagne et d'escalade à proximité. Donc n'hésitez pas à taper à leur porte, vous serez bien reçus et vous verrez toutes les activités d'outdoor là, que l'on propose qui sont juste magnifiques.
Merci à tous et c'est un immense merci de nous avoir témoigné tout ça, pour votre passion, votre énergie et pour tout ce que vous faites au quotidien dans l'escalade en Occitanie. Cette coupe de rampe à Coudray-Tournefeuille, c'est plus qu'un événement, c'était une démonstration de savoir-faire, d'ouverture et de dynamisme, un vrai coup de projecteur sur un sport qui n'en finit plus de grimper, au sens propre comme au figuré. Voilà, c'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps avec Luc Chabrol, Michel Chauvin, Laurent Gros-Piron, Baptiste Cruzel. Ne bougez pas, c'est la mi-temps, retour rapide au vestiaire, on reprend notre souffle. Et dans quelques instants, on se retrouve pour la deuxième mi-temps avec un tout autre univers et d'autres invités. Julien Dalverny et l'équipe de France junior championne d'Europe de gymnastique aérobique avec Clémentine Schaffer, Lise Stanton, Inès Tulliez et Antoine Guidi. A tout de suite dans Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport. Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de cette deuxième mi-temps de Et si on parlait de sport, et on vous emmène du côté d'un sport spectaculaire, explosif, ultra rythmé et encore trop méconnu, la gymnastique aérobique. Et si on en parle, ce n'est pas pour rien puisque l'équipe de France junior vient de nous rejoindre et elle a réalisé un exploit retentissant. Elle est médaille d'or en groupe et médaille de bronze en duo au championnat d'Europe à Ganja en Azerbaïdjan, mais aussi des finales de très haut niveau dans toutes les catégories. Un collectif remarquable qui est aussi vice-champion du monde 2024 et qui accumule les podiums à l'international avec l'Open de Bratislava, l'Open de Plovdiv, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Julien, tu me diras tout à l'heure. Un vrai tremblement de terre sur cette scène européenne avec nous aujourd'hui, donc Julien Dalverny qui est entraîneur de l'équipe de France junior, les champions d'Europe en groupe avec Clémentine Schaffer, Lise Stanton ainsi que Inès Tulliez et Antoine Guidi, et je n'oublie pas Maya qui n'a pas pu nous rejoindre. Donc Maya, on la salue, Maya Saez. Ils sont champions d'Europe, ils sont là, ils sont avec nous. Bienvenue dans cette émission. Bravo et très heureux de vous accueillir sur le plateau de Si on parlait de sport. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous les avez entendus, ils sont bien avec moi et on va parler d'eux. D'abord, ils vont se présenter pour que vous sachiez qui sont ces champions qui sont avec moi. On commence par une présentation de chacun. D'abord, qui êtes-vous, d'où venez-vous et comment vous êtes arrivé dans l'aérobic ? L'entraîneur qui va nous parler un peu de ce sport et de la passion qui communique à ces jeunes. Bonjour, merci de nous recevoir pour faire la promotion de notre activité qui est méconnue. Donc moi, je m'appelle Julien, je suis entraîneur au pôle d'aérobic à Toulouse, je suis coordinateur aussi du pôle Esport et du pôle France, et c'est moi qui entraîne cette équipe junior avec Mathéo, Bastien, Charlène et toute l'équipe du Krebs. Moi, je suis normand d'adoption, ardéchois d'origine, et ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'aérobic. J'ai commencé par la gymnastique artistique, gym spectacle, gym santé, etc. Et j'avais décidé de faire un break en venant sur Toulouse, mais on m'a rattrapé et me voilà entraîneur de cette équipe d'aérobic. Et un bel entraîneur, puisque aujourd'hui, avec un beau titre en même temps, bravo en tout cas, parce qu'on sait que l'entraîneur, il contribue à ça. Alors on va passer la parole à Clémentine Schaffer.
Alors bonjour, moi c'est Clémentine, j'ai 17 ans. Alors j'ai découvert la gymnastique d'abord par la gymnastique rythmique. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, puis j'ai basculé sur la gymnastique aérobique à l'âge de 6 ans et voilà, aujourd'hui c'est ma passion. Et comment on bascule comme ça? Comment on passe à l'aérobique directement? Quel est ton choix? Comment ça s'est fait? Alors c'est dans mon club, il y a les 2 disciplines qui sont enseignées et donc quand je regardais des entraînements de grands, de tout ça, ça m'a donné envie d'essayer la gymnastique aérobique et c'est ce que j'ai fait et maintenant je suis là. Bon, on va faire saluer Julien Maya, ça, qui ne peut pas être avec nous, mais qui fait bien sûr partie de l'équipe et qui était championne d'Europe aussi. Donc un petit coucou à Maya, hein, on en profite. Qui est absente aujourd'hui parce qu'elle doit rattraper des examens. Et oui, on travaille aussi, on est championne, mais on travaille, et c'est ça qui est important de le savoir. Alors Lise Stanton, bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Lise, je suis toulousaine, j'ai 16 ans et ça fait à peu près 6 ans que je fais de l'aérobic. J'ai commencé par la gymnastique artistique et j'ai été détectée par la coach d'aérobic. Et du coup, je suis allée faire de l'aérobic et j'ai préféré ça. Donc du coup, je suis restée sur l'aérobic et maintenant, c'est ma passion. J'adore le fait que ce soit complet et il y a vraiment plein de choses. Ça a été détecté, c'est-à-dire qu'on est venu te chercher. Donc ça se passe aussi dans la gymnastique alors. Ouais. Bon, bravo en tout cas. Inès Tuliez, on va passer à Inès. Un petit mot, Inès. Qui est Inès et comment on arrive dans cette discipline, Inès? Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Inès Tullier, j'ai 16 ans, je viens du nord de la France. J'ai toujours aimé les sports artistiques, j'ai voulu aussi commencer comme Clémentine par la gymnastique rythmique, mais finalement j'ai préféré la dynamique du sport aérobique et donc j'ai commencé les entraînements du club du nord de la France et j'ai adoré, voilà. Bravo en tout cas, à toi aussi. Alors on a un garçon aussi avec Antoine Guidi, et contrairement à ce qu'on pense, l'aérobic ça s'adresse à tous. Et on est très heureux de recevoir Antoine qui a une pêche pas possible. Bonjour Antoine. Bonjour. Qui est Antoine? Moi j'ai 16 ans, ça fait maintenant 7 ans que je fais de la gymnastique aérobique et c'est un sport qui permet de me dépasser en permanence, donc c'est trop bien. Et tu viens directement de l'aérobic ou tu as fait d'autres choses avant? J'ai fait de la danse moderne jazz juste avant. Et pourquoi l'aérobic? Tu aurais pu faire plein d'autres sports. Parce que j'avais besoin d'un peu plus de compétition et c'était un sport super complet, notamment super dynamique et ça m'a plu direct. Bon, tu t'en sors avec toutes ces filles, t'arrives à t'imposer quand même? Ça dépend des jours, mais ça va. Bon, on compatit avec toi. En tout cas, on est très heureux de te recevoir. Alors, on va poser une question plus largement maintenant pour le public qui nous écoute. Tu parlais d'inconnus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Julien, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que cette gymnastique aérobique? Parce que les anciens te diraient, on pense à ce qui se passait à l'époque, mais aujourd'hui, aérobique, ça évoque plein de choses. Alors, toi, tu vas nous recadrer. Qu'est-ce que c'est cette gymnastique aérobique qui fait partie de la fédération de gymnastique, je le rappelle. Oui, bien sûr, ça fait partie de la fédération de gymnastique. Donc, ça vient du fitness, effectivement, comme les idées que chacun se fait. Maintenant, c'est une discipline qui a évolué. C'est un mélange de gymnastique et de danse, auquel on va rajouter des éléments de difficulté, des sauts, des éléments de force, de souplesse. Tout ça sur une routine d'environ 1 minute 25 et en gardant le sourire avec tout cet aspect artistique. Et on va rajouter aussi des collaborations et des portées pour les catégories de composition comme les duos, trios et groupes. Et c'est une discipline bien entendu mixte. Il y a un mélange effectivement de différentes disciplines. Finalement, il y a un peu de gymnastique artistique, il y a un peu, j'ai envie de dire, de twirling quelque part dans une certaine méthode ou de comment on appelle ça, de la gymnastique. La gymnastique rythmique. Merci, je cherchais le mot. Voilà, c'est un peu un mélange de tout finalement, avec de la musique et puis une chorégraphie. Bien sûr. Donc la différence alors, nous, on a pris un peu de toutes les gymnastiques. Sauf que nous, ça se fait sur un parquet et c'est une chorégraphie qui se fait très rapidement, avec ce qu'on appelle en high impact, avec une élévation cardiovasculaire assez élevée. Contrairement à d'autres disciplines où ça se fait sur la moquette, où les appuis sont différents, nous, ça va vraiment être sur la vitesse et le rythme. Mais effectivement, on a pris des éléments de gymnastique artistique, des éléments de gymnastique rythmique, déportés jusque dans la gymnastique acrobatique et on a fait l'aérobique. Et comment ça se passe au niveau du timing ? Alors, c'est des routines qui durent environ 1 minute 25, plus ou moins 5 secondes sur les compétitions internationales. Et dans cette routine, on doit incorporer des pas de base, des éléments, des portées, etc. L'entraîneur, il a parlé. Pour vous, cette gymnastique aérobique, je m'adresse à toute l'équipe, cette gymnastique aérobique, ça représente quoi dans votre quotidien, en timing que vous avez ? Comment vous vivez ça tous les 4 ? Clémentine ? Alors, la gymnastique aérobique, elle prend quand même pas mal de notre temps puisque du coup on fait partie de l'équipe de France, donc on a décidé que ce soit notre quotidien. Donc on fait nos entraînements tous les après-midi qui durent environ 3 heures plus ou moins et tous les jours de la semaine. Un rappel, Julien, quand même, tous ces jeunes là, ils sont tous rassemblés
au pôle Espoir, enfin au pôle de aérobic de Toulouse. Oui, tous les athlètes sont au pôle et effectivement, comme disait Clémentine, ils s'entraînent en moyenne 3 à 4 heures par jour, c'est 25 heures par semaine, où ils font des séances techniques, des séances de préparation physique, de danse réparties sur la semaine. Et ils sont tous sur l'équipe de France pour l'instant, sur le Crêpes de Toulouse. Et en même temps, donc, ils suivent bien sûr un cycle d'études. C'est important pour les parents qui écoutent aussi. Voilà, bien sûr. Il y a de la gymnastique, il y a du sport, il y a de l'entraînement, il y a un suivi. Et ils sont donc au niveau scolaire aussi, ils suivent une cursus normal, quoi. Voilà, ils ont une scolarité un peu adaptée parce que donc ils ont souvent cours le matin, certains après-midi, et des fois ils sont libres les après-midi pour venir à l'entraînement. On va parler un peu de ces championnats d'Europe parce que c'est aussi pour ça qu'on reçoit aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé, ces compétitions? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Déjà aller en Azerbaïdjan, c'est un gros déplacement. C'est pas évident quand on est jeune aussi d'arriver dans des régions comme ça. Comment s'est déroulée la compétition? Inès? Donc ça s'est passé à Ganja en Azerbaïdjan. Donc on est arrivé, on a dû prendre déjà plusieurs vols. Donc le trajet il était un peu fatigant. Donc on a eu une journée pour se remettre dedans, etc. On s'est reposé. Ensuite on a enchaîné avec les entraînements parquet. Du coup c'est un entraînement qui nous permet de tester le parquet de compétition et aussi régler les derniers détails sur les KT de synchro et aussi les KT individuels. Moi, ce qui me stresse aussi un peu, c'est la salle. Du coup, quand on a vu la salle, elle était très impressionnante. Du coup, c'était légèrement stressant, mais après, on se remet dedans et voilà. Donc là, il y a un rôle de coach aussi, d'arriver, j'imagine, à déstresser tout ça, parce qu'il y a cette impression, on découvre une salle, elle parlait de parquet, donc j'ai bien noté, c'est-à-dire que le parquet, il faut voir s'il est glissant, pas glissant, toutes ces petites choses-là, j'imagine, techniquement, il faut le travailler. Oui, parce que ça peut être un parquet complètement différent d'une compétition à l'autre. Des fois, c'est plus du bois, des fois, on a l'impression un peu que c'est du plastique. Donc, c'est pour ça. Donc, il y a déjà, comme l'a dit Inès, le trajet qui était quand même très long pour aller à Ganja. Et après, voilà, il y a les entraînements sur parquet qui servent justement vraiment à se caler et à se rassurer aussi. Pour bien dire à tout le monde, vous savez faire et ça va très bien se passer parce qu'on est là. Donc ça va forcément bien se passer. Alors il y avait plusieurs compétitions, d'après ce que j'ai compris. Tu peux nous redire, ou l'une d'entre vous, qu'est-ce qu'il y avait comme compétition? Il y a le groupe, j'ai bien compris, championne d'Europe. Après il y a eu du duo, c'est ça? Du coup on a commencé par les qualifications dimanche. Et on a eu les trios le matin et ensuite l'après-midi il y avait les duos et les solos hommes. Ensuite, lundi, on avait le reste des qualifications avec les solos femmes et le groupe. Et ensuite, il y avait toutes les finales qui étaient le mardi. Et vous participez, donc vous faites du groupe, vous faites de solo, vous faites plusieurs catégories. Comment c'est organisé En fait, dans la discipline, on est limité à 3 catégories. D'accord. Du coup, après, c'est les entraîneurs qui font le choix de nous mettre dedans ou non. Et du coup, nous, tous les 5, on faisait chacun 3 catégories. Bon, après, on a des catégories différentes. Il faut être capable de tenir quand même physiquement, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on voit l'énergie, moi j'ai regardé un peu vos vidéos, faut y arriver quand même. Oui, et aussi au niveau de la mémoire pour retenir tout, parce que des fois il peut y avoir des difficultés sur les chorés, des oublis ou des choses comme ça. Donc il faut... Ouais. Impressionnant. Voilà. Vas-y Julien. Moi je veux dire quand même que pour leur âge, ils gèrent quand même vraiment bien. Parce que pour arriver à faire le voyage, enchaîner 3 catégories avec des fois très peu de récupération entre 2 catégories. Donc après, ils ont quand même une préparation en amont sur du travail cardio et de la prépa physique, mais quand même, ils tiennent le coup quand même. Alors on en arrive au grand moment et j'aimerais que vous me racontiez ça un petit peu, faire passer cette passion. C'est cette médaille d'or. Vous êtes arrivé donc je pense c'est une histoire de finale quelque part ou de points. Comment ça se passe quand on arrive et qu'on vous appelle sur ce terrain, sur ces parquets? Comment vous avez vécu ça? Vas-y Clémentine. Alors tout d'abord, quand on nous appelle pour le passage, il y a l'adrénaline et le stress qui montent juste avant de passer. Donc on fait le passage, tout se passe bien, tout ça. On sort sur ce qu'on appelle le kiss and cry, donc là on attend nos notes. Et donc le kiss and cry, tu peux nous expliquer, parce que ça c'est ton jargon à toi. Pour le public, qu'est-ce que ça veut dire kiss and cry? Alors c'est l'endroit où donc on attend nos notes et soit on est super content et on va être... on va pleurer de joie. On pleure ou on crie, c'est bien, voilà, d'accord. C'est ça. De joie, d'accord. C'est important. C'est une petite note à faire. Vas-y, continue. Donc quand on a vu notre note et qu'on a terminé, qu'on a réalisé qu'on avait fait un bon passage, déjà là on était super contents de nous et après. Le jury, c'est important aussi. Je pense qu'il y a un travail à faire. En fait, dans l'aérobic, il y a une dimension artistique et dans le groupe, vu que c'est sur le thème, c'est Jurassic Park. On se met un peu dans un rôle de dinosaure et d'aventurier. Et donc, du coup, il faut essayer d'aller capter le jury pour justement leur montrer
enfin qui comprennent le thème, même si nous sur les Juste Corps on a déjà le logo et tout ça, donc je pense que dès qu'on rentre sur le parquet ils ont déjà, ils savent déjà qu'on est Jurassic Park. Et oui, du coup le jury il faut bien le capter. C'est un petit thème à l'américaine que j'ai choisi là un petit peu. Comment vous avez choisi ce thème? C'est entre vous là, ça s'est décidé? Non, c'est Julien, d'accord. Bon, vous aviez envie de mordre tout le monde alors, c'est bon. C'est ça. Et aussi, ce qui est hyper important avant les passages, surtout dans les catégories de synchro, c'est le fait d'être soudés et de se soutenir mutuellement. Donc sur cette compétition et tout au long de l'année, c'était Clem, notre capitaine. Du coup, au début, elle avait pour rôle de nous rappeler les petits détails de la Corée et de nous rassurer en nous disant qu'on savait faire et que de toute façon, c'était le dernier passage ensemble. Surtout que Clem, elle monte dans une catégorie supérieure, donc elle monte en senior, et Maya aussi d'ailleurs. Donc c'était notre dernière compétition ensemble et notre dernier passage de la compète et de l'année. Donc elle nous a surtout dit de prendre du plaisir et de pas penser surtout aux difficultés et de penser juste à prendre du plaisir. Et quand on est sur le parquet, on a aussi le jury en face de nous, donc on voit si ça plaît ou pas. Et en l'occurrence, là, on plaisait beaucoup parce qu'ils nous souriaient, on avait des regards, etc. Donc c'était hyper sympa à faire. Et donc à la fin, sur le Kiss and Cry, quand on a vu la note, en fait, il y a eu un système où la note est montée devant tous les autres pays. Et du coup, c'était incroyable parce qu'on a vraiment ressenti de la joie et de se dire, ça y est, on l'a fait. Après les blessures qu'il y a eu l'année, etc., c'était vraiment un soulagement de se dire que notre travail, il a payé, quoi. Bravo, comme quoi le travail paye, une belle médaille d'or en tout cas. Il y a eu aussi une médaille de bronze en duo, donc là, il faut vraiment être synchro. Et il y avait Antoine. Comment tu as vécu ça et comment vous vous organisez en duo? Comment vous travaillez tous les deux ce duo? Comment ça se passe? C'était la première fois, c'était la première année où on faisait un duo tous les deux. Donc on était, au début c'était un peu compliqué, mais on a quand même su faire. Donc on a vu pendant les qualifications que le travail, il a payé, même si on avait beaucoup de choses à améliorer. Et c'est au final qu'on a fait 3e, donc on est assez content, même si les Turcs et les Italiens ils sont devant nous. Ouais, mais c'était une première quand même, donc le duo, il faut quand même arriver à le travailler. J'imagine que ça demande du boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a été, donc toi aussi, ça se passe bien, l'entente est bonne? Au début, on avait un peu peur parce qu'au tout début de l'année, nos caractères, ils étaient un peu différents, mais au final, on a réussi à gérer. Et en fait, avec Antoine, on a eu beaucoup de blessures pendant l'année, donc c'était notre vraie première compétition. On pouvait faire toutes nos difficultés, l'artistique, etc. Donc franchement, moi, je suis fière de nous parce que, voilà. Il y a eu aussi des performances individuelles, 5e, 7e, 4e en trio. Clémentine, tu étais dans le trio? Oui, alors moi je fais partie du trio avec du coup Lise et Maya. D'accord. Et donc on a terminé 4e du coup en finale. Franchement, on a fait un bon passage, on était très fiers de nous, sachant que c'était pareil notre dernier passage en trio et en junior, toutes les trois ensemble. Donc on était très, très fiers et très contentes d'avoir fait quand même un bon résultat. C'était avant la médaille d'or ou après la médaille d'or? Est-ce qu'il y a une perte C'était avant la médaille. D'accord, donc vous êtes monté en puissance, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Donc la rage de gagner pour aller chercher la médaille d'or. Oui, toujours plus haut. Toujours plus haut, c'est très bien. Et vous êtes aussi tous, je sais pas, champions du monde 2024 quand même, c'est ça? Vice-champion du monde en groupe. Pardon, voilà. En groupe. En groupe encore une fois. Donc là, c'est au-dessus, c'est le championnat du monde. Oui, alors c'était pas exactement la même équipe. D'accord. Mais c'est le même collectif junior, parce que forcément il y en a qui passent senior, d'autres qui rentrent, et puis on remixe les KT pour avoir l'équipe la plus performante. Et comment tu arrives à gérer cette dynamique finalement? Donc c'est positif au niveau de... Oui, après on a un super groupe chez les juniors, chez les seniors aussi d'ailleurs, mais vraiment, ils sont travailleurs. On ne va pas les oublier, on les salue. Coucou à tous. Mais on a vraiment un groupe hyper soudé et un groupe qui comprend quand il est dans la catégorie et quand il ne l'est pas. Enfin, c'est pas parce qu'il ne l'est pas dans cette catégorie qu'il n'est pas performant dans une autre. Donc en fait, ils sont vraiment là pour l'équipe et pas individuellement. Combien vous êtes au total sur l'ensemble du groupe là Alors là, on est 8 juniors pour l'instant. Maintenant, on va être plus que 5 juniors parce qu'il y en a 4. Non, on était 9 juniors et il y en a 4 qui passent seniors. Donc on se retrouve à 5. Donc tu vas faire du recrutement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un appel qui est lancé? Est-ce qu'il y a un recrutement? Il y a des détections? Oui, voilà. C'est pas un appel qui est lancé, il y a des stages qui sont organisés dans les zones. Déjà, on travaille avec les clubs au niveau régional, après dans les zones. Et Mathéo se déplace régulièrement dans les zones pour intervenir sur des stages. Et c'est là où on repère des gymnastes à potentiel et on les oriente vers des cursus pour pouvoir potentiellement intégrer le pôle après. Quels sont les projets pour les années à venir? Donc, on a une ébauche, on a 4-5. Tu espères récupérer quand même 2-3 jeunes peut-être supplémentaires? On espère. C'est quoi les projets? Alors nous, les projets, déjà, c'est que les juniors qui passent seniors, c'est qu'ils continuent à progresser, qu'ils s'épanouissent en seniors. Nous, les juniors, ceux qui sont ici, on a encore
un an junior. Donc l'objectif, c'est les championnats du monde au mois de septembre. Et puis c'est aussi former la nouvelle génération pour avoir cette continuité, cette progression, que les juniors soient des bons seniors et que les espoirs qui ne sont pas encore là passent juniors. Le duo, toujours le duo infernal, là, toujours OK pour travailler ensemble. Pas de problème. L'année prochaine, ça continue alors. Oui, ça continue. Alors, donc, trio, va falloir recruter un petit peu. Clémentine, comment tu vas t'arranger Alors, du coup, moi, je passe en senior l'année prochaine. Tu passes en senior, d'accord. Donc, Tu viens chez les grands, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai donc, toi aussi, tu passes en senior, non? Non, moi, du coup, c'est Maya et Clem du trio qui montent et moi, du coup, je suis toute seule. Faut que tu reconstitues un trio, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être avec Inès et Antoine, du coup. D'accord. Et on a deux qui n'ont pas fait il y a Nico qui a fait les championnats d'Europe et Eline qui vient d'intégrer le pôle et qui rentre, qui sont potentiellement candidats pour ce groupe, pour rentrer dans le groupe pour le championnat du monde. La question que tout le monde peut se poser aujourd'hui, quand est-ce qu'on verra l'aérobique aux Jeux Olympiques? Bientôt, j'espère. Et ça dépend de tout. Il faut déjà de la médiatisation, pardon. Il faut aussi qu'on augmente notre nombre de licenciés en France. Il faut que la discipline soit vraiment pratiquée dans le monde entier. Et après, c'est surtout Il y a des démarches particulières à faire ou c'est uniquement la médiatisation? Il y a un peu du lobbying, j'imagine aussi. Exactement. Et après, il y a des candidatures de sports qui sont proposées au CIO. C'est des sports qui sont proposés à chaque fois pour soit être en démonstration, soit intégrer les Jeux Olympiques. Donc, nous, on fait les Jeux mondiaux déjà. Donc, c'est les Jeux Olympiques des disciplines non olympiques. On fait les Jeux mondiaux et avec l'espoir, peut-être un jour, d'être olympique. Bon, on perd pas espoir. Ça vous dirait, vous, d'aller aux Jeux Olympiques, les filles? Oui. Carrément. Oui. C'est notre rêve. Alors, justement, je vais demander un petit mot à chacun pour un petit peu que vous fassiez passer un message. Pour les jeunes qui hésitent peut-être à se lancer ou qui sont dans d'autres disciplines, on va démarrer par toi, là, Antoine. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message peut-être aux garçons qui hésitent, qui se disent non, c'est pas pour moi? Qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer avec ce que tu as dans le ventre, ta passion et le punch qu'on te voit sur le terrain, parce que c'est impressionnant quand même. Justement, s'ils ont de l'énergie à dépenser sur notamment un parquet, qui viennent essayer la gym et notamment la gymnastique aérobique. C'est le cas pour moi et je regrette pas du tout mon choix. Clémentine, un petit mot. Quel message tu as envie de faire passer aux jeunes filles, pareil, qui aujourd'hui sont peut-être dans la gym ou pas, forcément peut-être dans d'autres sports, qui se cherchent? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, je leur dirais que l'aérobique, c'est un sport très complet avec de l'artistique, de la souplesse, du cardio, de la musculation, enfin tout. Ça regroupe un peu toutes ces choses et donc si elles ont envie de tester, elles peuvent s'épanouir dans ce milieu. C'est quand même un sport où il faut beaucoup travailler quand même, faut peut-être le dire. C'est physiquement, oui, ça demande quand même du travail, non? C'est pas... Oui, il faut bien travailler et c'est un sport très complet, donc on a besoin de tout pour être au maximum de nos performances. Un petit mot pareil, Lisa, dis-nous un petit peu comment toi, quel message tu veux donner et faire passer aux autres? La gymnastique aérobique, vu qu'il y a une dimension artistique, on peut vraiment beaucoup s'exprimer et donner le meilleur de nous-mêmes, et il faut avoir quand même de la force pour pas lâcher, parce que il y a quand même des moments où c'est plus compliqué que d'autres et c'est vraiment super complet, donc oui, mais l'esprit compétition aussi, oui, aussi vraiment. Parce que là on n'est pas dans uniquement un sport de danse, mais on va aller chercher quand même des performances. On va, comme vous disiez tout à l'heure, enchaîner comme vous le faites sur les compétitions, 3 ou 4 performances comme ça demande quand même de... Ouais, et puis surtout si on a parfois des passages où on s'est loupé avant, il faut savoir rebondir pour donner le meilleur de nous-mêmes pour les KT de synchro ou les passages qu'on a après. Gros travail mental en fait. Oui. Inès, un petit mot aussi. Qu'est-ce que tu veux dire et que tu ferais passer à des jeunes filles qui se posent la question, ou même des garçons? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Oui, déjà, c'est un sport ouvert à tous. Il n'y a pas de question de femmes ou d'hommes. On l'a vu d'ailleurs dans le groupe avec Antoine. Ça marche très bien tous les 5. Et aussi, ça développe beaucoup la confiance, la force et la créativité. Donc, si vous aimez bien danser, bouger et vous dépasser, franchement, c'est le sport idéal. On va terminer par Julien. Qu'est-ce que tu as un mot à dire un petit peu, toi, le message en tant qu'entraîneur, puisque tu as fait plein t'as un circuit un peu particulier. Tu es arrivé sur l'aérobique un petit peu poussé par plein de choses. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer à tous ces jeunes je posais la question tout à l'heure, comment on y vient? Donc il y a une détection bien précise, mais on peut aller dans des clubs faire de l'aérobique aussi. Alors effectivement, comme toutes les disciplines gymniques, comme tous les sports, il ne faut pas hésiter à aller voir ce que c'est sur Internet, sur YouTube. Il y a vraiment des programmes qui sont étudiés en France pour tous les niveaux, tous les âges, tous les niveaux de pratique. On peut commencer en débutant pour aller plus sur du confirmé, rester en loisir si on le souhaite, aller en compétition. Il faut vraiment se rapprocher des comités départementaux et des comités régionaux, soit via les sites internet, soit en téléphonant, ou aller directement sur les clubs qui pourront proposer cette activité et venir découvrir
Ça coûte rien de venir découvrir. Et Non, souvent, quand on découvre, on reste. Tout à fait. Et pour avoir été regarder un peu votre performance à travers les vidéos qu'on diffusait, je crois, sur le site de la fédération, j'ai dû trouver ça. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de jus, de pêche, et c'était avec une jolie chorégraphie. Ça vaut le coup d'aller voir pour ceux qui hésitent, en tout cas. Et puis rassurer les parents, tout est organisé, c'est pris en charge. Enfin, voilà, si votre fille ou vos garçons ont envie de faire de la performance, allez-y. Agnès, un dernier mot. Oui, d'ailleurs, tout est pris en charge, surtout au pôle. Quand on rentre dans le pôle France, en fait, on est dans un CREF, donc c'est une structure de la performance sportive. On est mélangé avec plusieurs sports de haut niveau. Et du coup, déjà, on est avec des jeunes qui nous comprennent parce qu'on n'est pas tout seul à avoir un emploi du temps aménagé et à avoir les entraînements l'après-midi. Du coup, ça, c'est cool. Et aussi, tout vraiment est pris en charge, même que ce soit au niveau médical, sur les psys, etc., la diététique, etc. Même au niveau des entraîneurs, ils sont en relation avec nos parents. Donc, si ça se passe mal, tout le monde est au courant. Et même scolaire, le lycée, le collège, tout le monde se côtoie. Et du coup, c'est hyper bien pour le sportif qui est à l'intérieur. Inès, elle n'avait jamais fait de radio et vous voyez qu'aujourd'hui, elle est capable d'animer elle-même l'émission. Bravo Inès, en tout cas. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous. Bravo encore pour cette médaille d'or et bronze, pour votre état d'esprit et pour les émotions que vous offrez à tous les passionnés. On vous suivra évidemment pour vos prochains rendez-vous internationaux et qui sait, peut-être qu'un jour, on vous verra défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques. J'espère que vous vous souviendrez de ce passage dans notre émission. Et c'était On parle des sports, la deuxième mi-temps avec Julien Dalverny, Maya, qu'on l'on salue, qui n'est pas avec nous, mais qui fait partie de l'équipe et qu'on salue vraiment très fort, Clémentine Schaeffer, Lise Stanton, Inès Tullier et Antoine Guidi. Une émission qui nous rappelle que le sport, c'est avant tout une affaire de volonté, de passion et de dépassement de soi. Merci à vous tous. Merci. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est la fin du match et de cette 129e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 129e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Luc Chabrol, Michel Chauvin, Laurent Gros-Piron, Baptiste Cluzel, Julien Dalverny, Clémentine Schaeffer, Lise Stanton, Inès Tullier et Antoine Guidi. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à vous, auditrices, auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous, notre moteur. Merci bien sûr à nos partenaires, LG Consultants, Semperconnect, le magazine Sport Région avec André Lafenette, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Vous aimez Et si on parlait de sport? Passez de l'autre côté du micro, devenez vous aussi membre ou supporter de l'association. Parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ces plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à faire vivre le sport autrement.